Depuis la révolution islamique de 1979, le régime iranien a fait de l'État hébreu son ennemi déclaré, ses dirigeants appelant régulièrement à la disparition d'Israël. En mémoire, Israël désigne depuis longtemps la République islamique comme la principale menace pesant sur sa sécurité. Mais au moment où la guerre éclate, Téhéran apparaît aussi fragilisé. Guerre des 12 jours en juin 2025, affaiblissement de plusieurs de ses alliés régionaux comme le Hezbollah, contestation intérieure croissante. Dès lors, la menace iranienne était-elle réellement imminente? Un régime affaibli pouvait-il malgré tout demeurer dangereux? Et l'existence d'Israël était-elle menacée au point de justifier une intervention militaire? Deux invités pour en discuter, pour en débattre même, je dirais ce soir. Gérard Haro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis et aux Nations Unies. Vous signez l'ouvrage intitulé « Israël, le piège de l'histoire », c'est chez Talandier. Face à vous, Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Vous signez par ailleurs « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer », c'est chez Odile Jacob. Merci donc à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. L'Iran constitue une menace existentielle pour Israël. Et je pense que si nous étions à la place d'Israël, j'imagine que nous aurions le courage aussi de faire ce que Israël est en train de faire. J'ai clairement déclaré que nous étions dans une période charnière où nous devions éliminer une menace existentielle. Depuis des années, les Iraniens élaborent un plan précis visant à anéantir l'État d'Israël. L'armée américaine a lancé des opérations de combat majeures en Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien. Un groupe cruel, composé d'individus très durs et terribles. Mes frères et sœurs citoyens d'Israël, il y a peu, Israël et les États-Unis ont lancé une opération visant à éliminer la menace existentielle que représente le régime terroriste iranien. Nous créerons les conditions qui permettront au courageux peuple iranien de se débarrasser du joug de ce régime meurtrier. Et dans tous ces propos, un motif, une notion qui revient constamment, la notion de menace existentielle, Frédéric Ancel. La guerre pour Israël, du point de vue d'Israël et de sa sécurité, était-elle une nécessité stratégique ? Alors, d'abord, je vous dirais que la représentation, pour prendre un terme cher au grand géopolitologue Yves Lacoste, la représentation non seulement majoritaire, mais en fait unanime en Israël, jusque-y compris à la gauche dure de l'opinion publique, c'est qu'effectivement l'Iran représentait une menace stratégique et non pas seulement une menace tactique. Le Hamas a été une menace tactique, on l'a bien vu le 7 octobre. Le Hezbollah, l'instrument d'ailleurs dans la région, l'un des instruments, l'un des fameux proxys de l'Iran, était une menace et reste dans une moindre mesure. Une menace tactique, ça peut faire mal, mais ça ne peut pas remettre en cause votre existence. L'Iran, si ce régime, je dis bien ce régime-là, qui n'a jamais fait mystère, vous l'avez bien rappelé dans votre présentation, de sa volonté acharnée de détruire Israël. Si l'Iran, qui par ailleurs avait mis objectivement, on le voit tous les jours, en service des centaines, puis des milliers de missiles dont beaucoup étaient capables de frapper le territoire israélien. Donc, si l'Iran avait mis à exécution sa menace, à savoir, ou mettait son exécution, à exécution sa menace de créer une bombe atomique, est-ce qu'il s'en serait servi contre Israël? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, on ne fait pas l'histoire, et de toute façon, l'histoire de ce point de vue-là, à mon avis, est en train de s'arrêter, parce que l'Iran n'aura pas la bombe. Mais, du point de vue israélien, cette représentation a toujours été nourrie, elle a sans doute été instrumentalisée par des chefs politiques, notamment Netanyahou, qui a toujours été très omnubilé par l'Iran, mais enfin, à tout le moins, elle a été nourrie par la propagande de l'Iran elle-même. L'Iran n'a jamais fait mystère de cette volonté d'éradiquer Israël, qui n'a jamais été reconnue. Et au-delà de ça, quand vous lisez les écrits de l'ayatollah Khomeini, avant même qu'il arrive au pouvoir en 79, ce sont des écrits qui, bien sûr, inspirés par les Ikhwan, par les frères musulmans, sont violemment antisionistes, mais en réalité sont très antisémites. Donc de ce point de vue-là, je vous dirais que l'Iran donnait le bâton, en quelque sorte, pour se faire battre, et qu'Israël avait, oui, clairement des raisons, en tout cas, au moins, de s'inquiéter. Gérard Haro,
au-delà même, j'allais dire d'ailleurs, des représentations. Est-ce qu'il y avait un fondement objectif à cette notion de menace existentielle brandie par le gouvernement israélien et par d'autres, on y reviendra. Alors, première affirmation, évidemment, Israël et l'Iran étaient en guerre et sont en guerre maintenant depuis des décennies. Ensuite, la réponse à la question, est-ce que donc l'Iran est une menace pour la sécurité d'Israël? C'est une évidence. Existentielle, hein? Non, justement. Une menace. Les diplomates, au moins, ont un respect des mots. Donc, est une menace pour la sécurité d'Israël. Ensuite, est-ce que cette menace est existentielle? Donc, est-ce que cette menace mettait en danger l'existence même de l'État juif? Eh bien, on a la réponse aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'aviation israélienne est totalement maître du ciel iranien. En réalité, Israël est la superpuissance militaire dans la région. Et il est très difficile d'imaginer que l'Iran pouvait menacer l'existence d'un pays qui est en train de le bombarder abondamment sans que l'Iran puisse vraiment se défendre. Le seul aspect existentiel, ce serait justement l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, donc en 2015, on avait résolu la question de l'enrichissement de l'uranium par l'accord signé entre l'Iran et les six négociateurs, les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Cet accord était appliqué, puis il a été dénoncé par Trump, et les Iraniens donc ont recommencé à enrichir de l'uranium à un niveau militaire. Mais la deuxième partie d'un programme nucléaire, c'est la fabrication de l'arme. Et là, aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, que ce soit les services de renseignement américains ou l'Agence internationale de l'énergie atomique, la conviction, les conclusions sont que l'Iran n'est pas en train n'a pas commencé à fabriquer une arme nucléaire. Mais si vous me permettez aussi, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Frédéric, je connais vaguement. Donc, je pense qu'en termes objectifs, on ne peut pas dire que l'Iran est une menace existentielle contre Israël, mais cela étant, puisque j'ai passé 6 années de ma vie en Israël que je connais, et en particulier j'étais là-bas lorsqu'Ahmadinejad a été élu président en 2005 et qu'il a lancé un discours très anti-israélien. Du point de vue de l'opinion publique israélienne, comme Frédéric l'a dit, je dirais que l'immense majorité des Israéliens considèrent Israël comme une menace existentielle. Donc ce n'est pas un jeu du gouvernement israélien, c'est une réalité au sein de l'opinion publique israélienne, même si je considère d'un point de vue objectif que ce n'est pas le cas. Que répondez-vous, Frédéric Ancel, au premier contre-argument soulevé par Gérard Haro qui explique qu'au fond, aujourd'hui, au Moyen-Orient, la première puissance militaire véritable, c'est sans équivalent, c'est Israël et non l'Iran, évidemment. Oui, mais je pense qu'on confond les causes et les conséquences. Pourquoi Israël a été littéralement contraint, de se doter d'une telle force de frappe aérienne. Alors le renseignement, pour être honnête, c'était déjà dans la tradition politico-militaire israélienne avant même en fait la création de l'État à l'époque du foyer national dans les années 30-40. Bon, mais pourquoi? Parce que là, vous étiez dans un environnement extrêmement hostile, donc évidemment, vous avez intérêt à projeter de la puissance via du renseignement. Mais cette aviation doublée de ces services de renseignement extraordinairement puissants et capables précisément, notamment avec ces rayons d'action particuliers obtenus sur les F-35 de frapper l'Iran, est-ce que c'est pas... Alors c'est une hypothèse, en tout cas c'est une partie du contre-argument en quelque sorte que je me permets d'opposer. Est-ce que c'est pas précisément au regard de la menace iranienne? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait, mais a posteriori, mais regardez, il n'y avait pas de danger. La preuve, la cible potentielle est celui qui a été objectivement victime, alors au moins de l'un des proxys le plus puissant en réalité, et le plus soumis, le plus inféodé de Téhéran, c'est-à-dire le Hezbollah, qui à maintes reprises a frappé aussi Israël sur son sol, encore il y a quelques jours de cela. Est-ce que du coup, c'est un véritable argument de considérer que puisqu'aujourd'hui Israël l'emporte manifestement, d'abord il n'est pas seul. Les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, frappent de manière extraordinairement massive. Et bien du coup, il n'y avait pas de ribot. Moi, je pense que c'est un argument a posteriori ou rétrospectif qui renvoie un petit peu à cette
à ce que disait Raymond Aron lorsqu'il nous prémunissait contre ce qu'il appelait l'illusion rétrospective de la fatalité. Moi, je suis de ceux qui considèrent que Israël s'est surdoté, ou doté davantage encore que ce qu'il espérait naguère, y compris avec la gauche au pouvoir d'ailleurs, de capacité de frapper l'Iran, mais justement parce qu'il y avait une véritable crainte de l'Iran. Alors Gérard Haro, pardonnez-moi, vous post-rationalisez parce qu'au fond, Israël, dans cet environnement-là, ne ferait au fond que se défendre militairement en devenant une puissance à part entière ? Alors, excusez-moi, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je pense que le 7 octobre a été un moment absolument clé de ce qui se passe. C'est-à-dire, avant le 7 octobre, il y avait dans la région, ils avaient atteint une sorte d'équilibre. Il y avait d'un côté l'Iran avec ses supplétifs, et de l'autre vous aviez Israël, mais la frontière libanaise était une frontière pacifiée, et du côté du Hamas, n'oublions pas que Israël s'en accommodait puisqu'il acceptait même le financement du Hamas par le Qatar. Donc on avait, et la question palestinienne, aux yeux de tout le monde, était passée au compte des pertes et profits. Et les États-Unis, qui n'avaient plus besoin du pétrole de la région, qui pensaient avoir en particulier réglé le problème nucléaire, on partait sur la pointe des pieds et on confiait la sécurité de la région, l'on confiait à Israël. Israël est devenu le protecteur des monarchies du Golfe, puisque les autres pays, grandes puissances arabes, comme l'Irak ou la Syrie et l'Égypte, étaient effondrés, ne pouvaient plus jouer ce rôle. Donc on avait un équilibre. Une forme d'équilibre. Voilà. Le 7 octobre a été, par sa gravité, a conduit Israël à conclure qu'il ne pouvait pas y revenir à ce genre d'équilibre, parce que ce genre d'équilibre était porteur de trop de risques pour Israël. Et donc Israël est passé de manière assez délibérée, et avec un certain succès, donc d'une sécurité fondée sur un équilibre, fondée finalement sur la dissuasion. D'un côté, il y avait les missiles iraniens, de l'autre, il y avait les avions israéliens. Il est passé à la recherche d'une suprématie incontestée, d'une hégémonie sur la région. Et donc, il a très systématiquement... Il a frappé le Hezbollah, ce qui a entraîné d'ailleurs l'effondrement du régime de Assad. Donc, il a établi ce que j'appelle le rôle de superpuissance militaire. Le problème dans ce calcul, c'est qu'il ne reste plus qu'un obstacle à cette hégémonie, c'est l'Iran. Donc, la guerre israélo-iranienne était inévitable. C'était la suite de cette recherche de l'hégémonie sans risque. Donc l'objectif israélien, c'est la destruction, l'élimination de la puissance iranienne dans la région, qui est la dernière puissance ennemie capable de mettre en cause la sécurité d'Israël. Nous sommes donc dans une rivalité géopolitique finalement assez traditionnelle, avec une puissance qui décide que sa sécurité ne peut reposer que sur sa suprématie absolue. Et donc nous sommes, ça a commencé en juin, et les Israéliens voulaient poursuivre leur campagne. C'est Trump qui l'a arrêté artificiellement après la frappe américaine. Donc tôt ou tard, ça devait reprendre. Et donc Israël a repris son opération dont l'objectif est l'élimination géopolitique de l'Iran comme puissance ennemie. C'est peut-être là le point fondamental, je veux dire par là que si au fond la démarche première d'Israël est l'hégémonie, la suprématie, est-ce que cela n'annihile pas tout le discours qui repose sur la notion de guerre préventive ? Au fond, inévitablement, comme le dit Gérard Haro, cette guerre aurait eu lieu, Frédéric Ancel, indépendamment du risque et de la sécurité d'Israël. Alors j'aurais un point de désaccord ou une nuance avec Gérard Haro sur ce qu'il vient de dire, c'est la datation. Chronologiquement, je pense que c'est 24 heures plus tard que tout bascule. C'est-à-dire que le 7 octobre est un traumatisme pour les Israéliens, non pas du fait du volet strictement militaire de l'attaque du Hamas, parce qu'il y a eu aussi un volet strictement militaire, j'allais dire des combats à la loyale, entre soldats ou en tout cas entre combattants armés. Et puis il y a eu le pogrom, il y a eu le gigantesque massacre. Et là, effectivement, le traumatisme, bon, là on a beaucoup parlé, mais il a été très, très, très grand. Mais le lendemain seulement, que fait le Hezbollah ? Il attaque Israël. Et si vous voulez, là, on a en Israël, vous voyez, c'est à quelques heures près, mais ce n'est pas de la casuistique chronologique, on a
tout à coup la certitude que même s'il s'est agi d'un massacre et d'une opération militaire strictement confinée en quelque sorte à Gaza et ses alentours entre le Hamas et Israël, eh bien, du côté israélien, bien sûr, c'est la représentation israélienne à l'époque, on ne se débarrassera pas du fait de l'implication des autres, de l'ensemble de l'axe pro-iranien et notamment du Hezbollah qui, à partir de la frontière, alors qu'a priori, il n'était pas concerné, et que la frontière était relativement calme d'ailleurs depuis plusieurs mois au Liban, comme ça a été bien dit. Au fond, le Hezbollah, mais bien sûr l'Iran qui a donné l'ordre au Hezbollah, d'après les Israéliens en tout cas, de frapper, a convaincu, donc cette situation a convaincu les Israéliens, c'est-à-dire Netanyahou qui d'ailleurs au sein de la classe politique israélienne a toujours été le plus omnibilé par l'Iran, depuis les années 90, quand il était très jeune ambassadeur à l'ONU, mais également l'état-major qui était en quête de recouvrer une crédibilité dissuasive, et puis la population qui, encore une fois, considère que là, avec l'Iran et le Hezbollah et leur coup de poignard dans le dos, après le massacre du Hamas, on ne s'en sortira pas. Donc vous voyez, moi je pense que c'est le 8... Alors, dernier point, l'hégémonie, là j'aurais un désaccord. Sur ce point précis, parce qu'à mon avis, effectivement, c'est le cœur de votre désaccord sans doute. Que vise fondamentalement Israël? L'hégémonie dans la région ou bien sa sécurité de long terme? Moi, je pense que c'est sa sécurité de long terme qui passerait par l'affaiblissement pérenne, voire définitif, du camp iranien ou pro-iranien, ou du camp pan-chiite, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire l'Iran avec ses proxys, donc le Hezbollah, la Syrie, du coup ça a été fait, Assad est tombé juste après la victoire d'Israël contre le Hezbollah à l'automne 2024, bon, les Houthis du Yémen étant un cas un petit peu à part, et étant une menace beaucoup moins dangereuse. Et je pense que là, les Israéliens, et Netanyahou en particulier, ont dit, si l'Iran et ses proxys s'effondrent militairement, régime ou pas, d'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le problème, mais en tout cas, si la capacité de nuisance militaire s'effondre, à ce moment-là, effectivement, nos alliés ou nos amis, le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, nos amis arabes, ceux qui ont signé les accords d'Abraham, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, Bahreïn, et beaucoup plus loin, le Soudan et le Maroc, mais également d'autres, tomberont, non pas sous notre escarcelle, mais du coup, ne constitueront plus du tout de menaces contre nous, et effectivement, l'ensemble du Moyen-Orient sera beaucoup moins dangereux. Que répondez-vous en retour, Gérard Arros, sur le programme balistique de l'Iran, capable d'atteindre Israël, bien au-delà, la région tout entière, et même le sud-est de l'Europe? Cette capacité iranienne aussi d'attaquer véritablement Israël. Je reprends le raisonnement qu'a tenu Frédéric pour l'aviation israélienne. On peut retourner le raisonnement. Vous savez, parce que souvent, on n'essaye pas de se mettre dans la... Vous voyez, essayer d'être un ayatollah, ce qui est peut-être un peu compliqué. Faites-le pour nous, alors. Y compris, voilà. Si vous êtes un Iranien, parce que l'Iran, et notamment la République islamique, est un régime extraordinairement rationnel. Moi, j'ai négocié avec eux. Vous n'avez pas du tout en face de vous des fous. Vous avez en face de vous des gens, d'abord, la survie du régime, mais qui l'assurent avec la plus grande violence si nécessaire, comme on l'a vu aux dépens de la population civile, mais qui n'est pas suicidaire. C'est-à-dire, par exemple, lorsque dans la guerre entre l'Iran et l'Irak, entre 80 et 88, en 88, vous avez Khomeini qui dit « nous devons avaler la pilule amère » et en gros, ils acceptent l'armistice. Pour la négociation sur le nucléaire iranien, eh bien, c'est la même chose. Au bout du compte, à force d'être soumis à des sanctions votées par le Conseil de sécurité, eh bien, ils acceptent l'accord. Et donc, moi, je suis presque convaincu que face à Trump, si la négociation s'était poursuivie, ils auraient... D'ailleurs, c'était amusant parce que les échos de la négociation qu'on obtenait, c'était plus ou moins les sujets de la négociation qu'on avait conduits pour l'accord de 2015. On voyait bien qu'on repartait sur les mêmes sujets, quasiment les mêmes solutions. Donc vous avez, si vous êtes donc un ayatollah en charge de la défense de l'Iran, vous vous dites en face de moi j'ai l'aviation israélienne de nouveau, j'ai les bases américaines. Faire appel à des missiles, je dirais, il y a une certaine logique militaire, c'est la dissuasion. Au fond, il existait un équilibre de la dissuasion, c'était sans doute le calcul de l'Iran, mais le massacre du 7 octobre, par sa gravité, de nouveau, je reviens là-dessus, a convaincu que les Israéliens, qu'ils ne pouvaient pas faire reposer leur sécurité sur une dissuasion. La dissuasion, c'est quand même accepter une vulnérabilité.
Parce que c'est vrai que toute sécurité, vous acceptez, vous avez un élément de vulnérabilité. C'est ça la logique de la dissuasion. Et je pense que les Israéliens ont atteint le moment où ils ont dit nous ne pouvons plus accepter cette vulnérabilité. Nous voulons justement être invulnérables. Et lorsque je parle d'hégémonie, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, je l'ai écrit dans une de mes chroniques, j'ai dit la prochaine rivalité au Moyen-Orient, c'est entre Israël et la Turquie. C'est une évidence. Et on entend déjà, on entend déjà des Israéliens dire le prochain ennemi, ça va être la Turquie. Vous voyez, donc, alors que si vous êtes un diplomate à l'ancienne comme moi, vous vous dites, il va falloir trouver un modus vivendi avec la Turquie. Non, c'est parce que c'est le frère musulman, et on nous ressort toute la même littérature sur la République islamique. Voilà, Erdogan, c'est un ayatollah, d'ailleurs, Sayed Copte, etc. Enfin, il y a tout un narratif. Donc, pour moi, je pense qu'Israël a vraiment conclu qu'il voulait l'hégémonie militaire sur la région et qu'il pouvait l'atteindre. Et je pense que, de nouveau, ça dépendra du dénouement de cette crise, mais il peut l'atteindre et les monarchies du Golfe s'en accommoderaient. Frédéric Ancel, vous souhaitiez réagir ? Oui, là encore, d'un point de vue chronologique, je suis totalement d'accord avec Gérard Araud sur la rationalité, sur le pragmatisme de la République islamique d'Iran, me semble-t-il, jusqu'à ce fameux 8 octobre 2023. Parce que s'il est établi que Téhéran accorde la possibilité au Hezbollah ou incite le Hezbollah à frapper à ce moment-là Israël, je pense que là, pour le coup, il y a une perte de vista stratégique, il y a une perte de rationalité stratégique parce que le coup porté, le trauma impliqué par le pogrom perpétré par le Hamas devait en principe convaincre ce régime a priori pragmatique jusque-là, encore une fois je suis d'accord, qu'il ne fallait pas laisser le Hamas faire Que voulez-vous dire ? C'est le coup de trop porté par le Hezbollah ? C'est le mauvais coup, pas de trop, parce qu'encore une fois, le volet massacre, je ne vous parle pas du volet de l'attaque militaire. Du point de vue iranien, évidemment. Du point de vue iranien, les Iraniens devaient parfaitement savoir ce qu'il en coûterait sans doute à l'ensemble de la région, c'est-à-dire devaient connaître le niveau et la qualité et la nature de l'exaspération des Israéliens face au massacre de 1000 civils dans les conditions qu'on a vues. Encore une fois, je ne parle toujours pas d'une attaque à la loyale. Or, le Hezbollah a attaqué Israël, il a assumé cet objectif, ça a été établi d'ailleurs par la FINUL, ça c'est établi. Et puis la deuxième illustration de cette c'est l'ONU à la frontière libano-israélienne. La force intermédiaire des Nations Unies à la frontière. Et me semble-t-il, la deuxième illustration de cette baisse de perception, de vista ou de rationalité stratégique, c'était il y a encore quelques jours, lorsque, et là cette fois-ci c'est absolument certain, Téhéran frappé à la tête, puisque Khamenei donc a été éliminé, exige du Hezbollah de frapper Israël. Et là encore, au regard du rapport de force qui existe ces derniers mois, ces dernières semaines, et qui manifestement ces derniers jours prévalait, c'était une erreur absolument stratégiquement tout à fait évidente. Et dernier point, la manière dont l'Iran aujourd'hui frappe l'intégralité des États de la région ne me semble pas du tout frapper au coin de la rationalité. Parce que du coup, à la fin des fins, il y aura bien une cessation des hostilités, peut-être même que ce régime demeurera en place. J'en suis malheureusement assez convaincu, figurez-vous. J'espère me tromper, mais je pense que ce régime demeurera en place. Autrement dit, il y aura bien un jour une négociation. Et comme le disait le stratège prussien Clausewitz début 19e siècle, eh bien c'est sur le plan politique que ça se fera. Vous aurez frappé tous les États musulmans de la région, et vous voudrez à ce moment-là que ces États ne vous imposent pas des sanctions supplémentaires encore par rapport à ce que vous aviez vécu. Voilà. C'est la raison pour laquelle je pense que ce régime, pour résumer, a été, y compris avec Israël, assez pragmatique et qu'il a perdu ce pragmatisme juste après le 7 octobre. Gérard, réaction à la réaction, et après je voudrais qu'on revienne sur les négociations qui avaient trait au nucléaire iranien. D'abord, je ne veux pas m'attarder, mais sur ce qu'ont fait l'Iran et le Hezbollah après les massacres du 7 octobre, c'est moins clair que ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous avez des déclarations à la fois de Nasrallah et d'ailleurs de Khamenei sur le thème... Nasrallah, le chef du Hezbollah. Voilà, sur le thème, bravo, le Hamas a montré son courage, mais enfin, ils ont quand même attaqué sans nous demander. Et les premiers coups... alors, je sais bien que si vous êtes de l'autre côté de la frontière israélienne, vous ne pouvez pas voir ça de cette manière, mais en réalité, les premiers tirs du Hezbollah, pendant plusieurs semaines,
sont des tirs tout à fait, je dirais pas symboliques, mais des tirs isolés. On a un peu l'impression que le Hezbollah veut faire le minimum syndical, mais qui doit le faire parce que le Hamas. Mais je comprends, vous voyez, mais en même temps, je comprends tout à fait du point de vue israélien. Mais ça n'est pas rien, tout de même, un tir au-delà du symbole. Mais de nouveau, hein, je veux pas, mais je dis, il n'y a pas eu du côté du Hezbollah et de l'Iran un enthousiasme pour aller se battre pour le Hamas. Alors en revanche, je ne suivrai pas Frédéric sur les États du Golfe, parce que les États du Golfe n'ont pas d'autre politique que leur peur. En gros, hein. Et on le voit bien aujourd'hui, où l'Arabie Saoudite, qui est quand même frappée par l'Iran, refuse d'engager des moyens militaires gigantesques qu'elle a achetés à prix d'or aux Américains et qui continue d'essayer de parler avec les Iraniens. Ces monarchies du Golfe sont extraordinairement fragiles, parce que ce sont des pays exposés, ce sont des pays très riches, avec une population, vous savez, le Qatar, c'est quand même 80 000 Qataris et 2 millions d'expatriés. La proportion est un peu moindre dans les Émirats arabes unis, mais c'est aussi la même chose. Donc moi, je pense qu'ils ont peur et qu'ils ne demanderont pas du tout de vengeance vis-à-vis de l'Iran, qu'au contraire, ils essaieront de parvenir à un accommodement avec l'Iran et ils oublieront bien vite les malheurs qu'ils ont connus. Moi, je considère que la stratégie iranienne est parfaitement réaliste, c'est-à-dire en gros, l'Iran ne veut qu'une chose, et persuadé d'une chose, c'est que à la fin, comme on dit taco, que Trump se dégonflera. Et donc, il se dégonflera. Pourquoi ? Parce que le prix du pétrole montera, parce que toutes ces monarchies du Golfe qui ont annoncé qu'elles allaient investir des centaines de milliards de dollars aux États-Unis sont en train de dire que finalement, peut-être qu'elles vont devoir rapatrier de l'argent des États-Unis parce qu'elles ont des problèmes financiers, etc. Et donc, moi, je pense... Et parce que sa base électorale également, peut-être. Et sa base électorale. Mais je parle juste seulement de ce qui se passe exactement dans sa base électorale, en particulier tous ceux qui étaient contre les aventures extérieures. Donc, moi, je pense que la stratégie iranienne, d'abord, est-ce qu'ils vont tenir sous le déluge de feu auquel ils sont soumis ? Mais la stratégie iranienne me semble relativement encore réaliste. Extrait d'un article passionnant sur la revue en ligne Rubicon. Je vous en livre un extrait. Si l'antagonisation de l'Iran sera un peu atténuée au début des années 2000, l'arrivée d'Ariel Sharon à la tête du gouvernement israélien en mars 2001, puis les attentats du 11 septembre vont raviver la construction de l'Iran comme une menace existentielle par Israël. Malgré l'absence de tout lien entre les attentats et l'Iran, l'offre de la part de Téhéran d'aider les États-Unis à amener les auteurs des attentats devant la justice et la promesse iranienne d'aider Washington dans sa lutte contre les talibans, Israël s'est employé à lier l'Iran au terrorisme et à convaincre les États-Unis, sans y parvenir, d'inclure l'Iran dans sa guerre contre le terrorisme. Fin de citation. Est-ce qu'il y a aussi côté israélien, peut-être sans doute côté de l'extrême droite israélienne, une manière d'instrumentaliser également cette notion de menace existentielle, Frédéric Ancel ? Alors, chez les messianistes, dont malheureusement plusieurs figures extrémistes sont au gouvernement israélien, sauf là, je ne crois pas. D'ailleurs, vous citez Ariel Sharon qui, en 2005, se retire, alors unilatéralement, hélas, mais enfin se retire de la bande de Gaza. Moi, je lirais plutôt ça à une concomitance de ce que dit l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, dès 2002 à Vienne, à savoir que l'Iran ment sur un programme potentiellement, nucléaire, potentiellement à usage militaire. Et puis, tout à l'heure, Gérard Raoult a cité l'ancien président totalement extrémiste, Ahmadinejad, qui est parti il y a quelques jours, je crois, rejoindre Khamenei dans un monde meilleur. Il était dans les frappes également. Absolument. Qui, à l'époque, arrivant au pouvoir, remet une pièce dans le jukebox, c'est-à-dire que il convoque des colloques à caractère totalement négationniste, tient des propos d'une virulence extraordinaire, non seulement vis-à-vis d'Israël, mais de manière beaucoup plus générale des Juifs. Et là, on est au milieu des années 2000. Donc, vous parlez de cette période-là. Vous m'avez bien parlé de Sharon, qui est effectivement au pouvoir jusqu'en 2006. Et ensuite, avec le retour au pouvoir de Netanyahou, 2009, alors là, effectivement, nous avons comme je le disais, un personnage politique qui, dès les années 90, était obnubilé par la menace iranienne. Est-ce qu'il l'a instrumentalisé pour revenir ou pour rester au pouvoir ? C'est pas impossible, puisque Netanyahou a toujours joué le bouclier d'Israël. Mais je vais vous dire franchement,
tous les premiers ministres et d'ailleurs tous les candidats aux élections législatives jouent le bouclier, le fameux Magen, pour assurer la bitachon, c'est-à-dire la sacro-sainte sécurité. Mais vous voyez, on a quand même affaire de manière exogène, hors de l'État d'Israël et de sa classe politique et de Sharon et de Netanyahou, dans les années 2000, à partir de 2002 et jusqu'à la fin des années 2000, en passant donc par le nouveau président iranien extrémiste Ahmadinejad, à une montée de tension sur la thématique nucléaire militaire. Gérard Araud, votre point de vue là-dessus, sur cette idée justement Il se trouve que j'étais ambassadeur en Israël. Alors vous êtes le bon interlocuteur. Entre 2003 et 2006, et j'adhère à 99% à ce que vient de dire Frédéric. Le premier tournant, c'est la révélation d'un programme nucléaire clandestin de grande ampleur, à l'été 2002. Et donc, lorsque j'arrive en Israël en 2003, j'ouvre aussitôt d'ailleurs une collaboration avec l'agence israélienne d'énergie nucléaire notre objectif, c'est de calmer les Israéliens. C'est-à-dire que nous avons peur que les Israéliens prennent la loi entre leurs mains et qu'ils aillent eux-mêmes détruire ce programme nucléaire, et donc ce qui nous semblait très, très, très dangereux. Le risque était réel ? Le risque était réel, tout à fait. Et je vais vous dire même, ensuite, alors là, l'affaire devient, comme l'a dit Frédéric, l'élection d'Ahmadinejad est une bombe en Israël, parce que c'est quelqu'un qui dit, parce que c'est le premier qui a vraiment dit Israël doit disparaître. Alors les Iraniens ne disent pas nous voulons détruire Israël, ils disent Israël doit disparaître, mais enfin, pour les Israéliens, c'est quand même pas très différent. Et il faut que les auditeurs comprennent que si Ahmadinejad avait dit la France doit disparaître, honnêtement, nous les Français, on aurait ricané. Mais dire à Israël doit disparaître, ça rappelle des souvenirs. Vous voyez, sur ce pays pèse quand même l'ombre d'une infinie tragédie. Il y a eu un caporal autrichien qui l'a dit. Donc Ahmadinejad, ça a été un tournant. Et lorsque je rentre en France en 2006, comme directeur politique, je dis aux autorités françaises, si nous ne résolvons pas nous-mêmes le problème nucléaire iranien, les Israéliens le feront par la force. Et donc tout notre jeu ensuite a été vraiment de convaincre les Israéliens que la communauté internationale, c'est-à-dire les 3 Européens, puis les 3 Européens, les États-Unis, la Russie, la Chine, étaient sérieux et prenaient ce problème au sérieux. Donc, je ne vois pas d'instrumentalisation à cette époque. Peut-être après, mais à cette époque-là, d'abord, honnêtement, on n'instrumentalise pas. Sharon, c'était une personnalité assez... Je pourrais vous en parler longuement d'Ariel Sharon. Et en effet, en 2005, il comprend qu'il faut résoudre le problème palestinien, qu'Israël ne peut pas vivre. Il commence par l'évacuation de Gaza. Mais je vous rappelle qu'à la fin de 2005, il annonce également l'évacuation de la Cisjordanie. C'est quand même extraordinaire. Et manque de chance, en janvier 2006, il a un AVC et il disparaît de la scène politique. Et aucun de ses successeurs n'aura son prestige de grand général pour mettre en œuvre ce retrait de la Cisjordanie. Je voudrais qu'on évoque tout de même le point soulevé également par Gérard Araud un peu plus tôt dans cette discussion, les négociations qui avaient cours sur le nucléaire iranien. N'y avait-il pas là, Frédéric Ancel, le moyen peut-être de retrouver une autre forme d'équilibre, donc dans un nouvel Moyen-Orient, post-7 octobre évidemment, mais le moyen peut-être de retrouver un équilibre au moins entre l'Iran et entre Israël et l'Iran, je vais y arriver, et peut-être éviter cette guerre sans menacer la sécurité et l'existence même d'Israël. Moi, j'ai toujours soutenu l'accord du 14 juillet 2015. D'ailleurs, à l'époque, je constate rétrospectivement, ou je rappelle à vos auditeurs que la France a été en pointe dans la surveillance d'un certain nombre de... Fabius. C'était le tandem Hollande-Fabius en réalité. Et donc, la France a été en pointe. D'ailleurs, Barack Obama était assez irrité parce que du coup, on a pris plusieurs mois de retard. Donc, c'est pour vous dire que la France, à l'époque, était très consciente. Mais consciente de quoi, justement ? D'une possible dangerosité de la menace nucléaire iranienne. Et moi, j'étais favorable à cet accord parce qu'il permettait pendant 10 ans, au moins, puis alors après, ça devait être éventuellement prorogé, mais de contrôler assez bien, me semble-t-il, la progression de ce programme, et notamment l'enrichissement d'uranium. En 2018, badaboum, Trump sort les États-Unis de l'accord, et en fait, donc vide en réalité de sa substance cet accord.
l'accord. Et quelques mois plus tard, les Iraniens se remettent à, en toute illégalité internationale tout de même, à enrichir leur uranium. Alors là, si vous voulez, donc je suis prêt à vous répondre oui, c'est vrai, c'était un bon accord. Mais fondamentalement, pour ce qui concerne... Je parlais des négociations en cours. Hein. Oui, mais pardon, en cours, là maintenant, en cours, justement, quelques jours avant la guerre, et sur la possibilité qui existait peut-être justement d'éviter cette guerre. Non, alors pour le coup, moi, j'y crois pas beaucoup. Parce que Trump, en 2018 à l'époque, donc je le rappelle, avait cassé l'accord. Donc là, ces dernières semaines, il aurait fallu, pour qu'il accepte de ne pas entrer en guerre, obtenir davantage que ce pourquoi il avait cassé l'accord en 2018. Autrement dit, une reddition totale des Iraniens, en tout cas sur le dossier nucléaire. Et là, ces dernières semaines, je n'y croyais pas parce que je ne voyais pas comment Khamenei et son régime auraient pu accepter une véritable reddition complète, en tout cas sans au moins obtenir ce que les Iraniens avait obtenu en 2015. Oui, mais vous voyez qu'il y avait un fossé entre les deux qui, à mon avis, ne pouvait pas se résorber facilement. Gérard Roux, il n'y avait aucun espoir à placer dans ces négociations ? Que Frédéric vient de manifester une des grandes faiblesses des Français, c'est-à-dire qu'il est logique. Et pour comprendre Donald Trump, il y a bien une chose qu'il ne faut pas pratiquer, c'est la logique. Et donc, s'il y avait Qu'est-ce qu'il faut pratiquer alors d'ailleurs, dites-nous. Comment ? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer d'ailleurs pour bien le comprendre, dites-nous. Comment ? C'est vraiment... il faut l'irrationalité ? Exactement, et à s'attendre à la plus grande imprévisibilité. Vous savez que Donald Trump crie victoire alors qu'il n'y avait pas de base à cette victoire, était tout à fait possible. Hein. Il ne connaissait pas l'accord de 2018 qu'il avait dénoncé, et il n'aurait pas connu l'accord de 2026. Il aurait dit bravo. Moi, je pense que c'était plutôt d'abord les négociateurs. La négociation de cet accord à laquelle j'ai participé avant 2015 est un accord extraordinairement compliqué. Savez-vous que nous avions envoyé sur place le commissaire français à l'énergie atomique. Nous avions envoyé pour négocier des physiciens. Vous voyez, parce que pour essayer de voir qu'est-ce qui est acceptable, qui n'est pas acceptable, c'était extraordinairement compliqué. Le diplomate ne pouvait pas le comprendre. Et là, vous avez confié ça à Witkoff et Jared Kushner. C'est pas sérieux. Et en face, les spécialistes en immobilier, quoi. Voilà. Et en face, je peux vous le dire, les Iraniens, les négociateurs iraniens, avaient tous des PhD d'université américaine. C'est fascinant. Hein. Et donc, j'ai tout de suite pensé que ça ne risque, moi, pour d'autres raisons, donc Frédéric, qu'en réalité, ça risquait de ne pas aboutir. Mais je reste toujours quand même surpris, parce que dans la dernière chronique du Point, je l'ai commencé par « Je me suis trompé ». Je dois avouer que dans pour parler élégamment, dans le bordel trumpien, j'ai toujours pensé que Trump avait une cohérence qui était de ne pas vouloir d'aventure militaire. Voilà. J'ai toujours pensé qu'il avait répété son hostilité aux aventures militaires, mais avant même de faire de la politique, que sa base ne voulait pas d'aventures militaires et qu'on a eu 6-8 opérations militaires et qu'il a engagé cette guerre alors que lui-même avait déclaré 20 fois qu'il ne le ferait pas, J.D. Vance 20 fois qu'il ne le ferait pas. Et donc cet engagement contre l'opinion de sa majorité, avec en perspective les élections du mois de novembre, où les sondages sont déjà mauvais, je dois avouer que là, je continue à ne pas comprendre. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à ne pas comprendre. Et donc, développement grave pour Israël, il y a beaucoup aujourd'hui de gens du camp présidentiel qui disent « nous faisons la guerre pour Israël ». C'est Israël qui a manipulé Trump. Qui a entraîné Trump dans la guerre. Qui a entraîné. Et ça, c'est... Alors en plus, dans la base MAGA, la base trumpiste, il y a quand même des courants antisémites, donc assez marqués. Donc je trouve que c'est catastrophique pour l'avenir dans la relation israélo-américaine, qui est quand même une relation fondamentale pour Israël. Et vous, Frédéric Ancel, sur quoi vous êtes-vous trompé alors ? Sur la possibilité pour l'Iran de continuer de comprendre, d'être en fait rationnel. Pour l'Iran, je pensais qu'après le 7 octobre, les Iraniens allaient carrément se désavouer, littéralement le Hamas, pas tellement pour des raisons idéologiques, mais par peur d'une rétorsion d'Israël. Et moi, je maintiens que ce régime iranien, aujourd'hui en tout cas, n'est plus aussi pragmatique qu'il l'a été. Or,
il le devrait parce que c'est maintenant que le rapport de force est le plus en sa défaveur. Merci beaucoup à tous les deux de ce débat constructif, de ces discussions et de ces analyses. Gérard Rault, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis, aux Nations Unies. Vous signez Israël, le piège de l'histoire. C'est chez Talandier. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris. Vous signez quant à vous La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer. C'est chez Odile Jacob. Un immense merci à celles et ceux qui ont pensé, imaginé cette émission à mes côtés. Stéphanie Villeneuve, Diane Devancey, Mathias Mégian, Antoine Néral. À suivre après le journal, le planning familial à 70 ans. Que raconte son histoire ?